Espace TV, le 22h. Bienvenue à toutes et à tous, merci de le préférer sur Espace TV, c'est l'heure de 22h, donc voici les principaux titres. La Guinée se veut pionnière dans la maîtrise des énergies renouvelables. La semaine dernière au Palais Mohamed VI, 19 grands projets hydroélectriques ont été dévoilés en présence de plusieurs représentants de gouvernements étrangers. Les détails, c'est dans un court instant. Après la décision du tribunal de première instance invalidant l'exclusion de Bahouri de l'UFDG, les avocats de Cellou Dalein Diallo ne baissent pas les bras. Ils ont interjeté appel et ils ne sont pas contents de la justice. Vous saurez pourquoi dans un court instant. Dans l'Hexagone, Alain Juppé, malgré la polémique qui enveloppe la campagne de François Fillon, ne souhaite pas être le candidat par défaut de la droite dans la présidentielle française. La Guinée, en tête de peloton des pays africains aspirant à la maîtrise des énergies renouvelables. Quoi de plus normal? Le président Alpha Condé en est le coordinateur pour toute l'Afrique. Ce samedi, au palais roi Mohamed VI, le gouvernement guinéen, gabonais et égyptien ont dévoilé les avantages de l'accord de Paris sur l'environnement. Des avantages que la Guinée va saisir. 19 projets hydroélectriques sont déjà sélectionnés pour toute l'Afrique, dont 4 rien que pour la Guinée. Autant dire que les promesses de la COP21 se concrétisent. L'Afrique, les projets de la COP21, c'est notre grand format signé Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Des applaudissements, des accolades, c'était il y a près de 2 ans, à Paris, lors de la COP21. Plusieurs chefs d'État africains avaient participé à cette rencontre et ont eu l'idée de lancer l'initiative pour les énergies renouvelables. Un projet ambitieux de 10 gigawatts d'ici 2020. Pour concrétiser cette ambition, des personnalités ont bien voulu faire le déplacement. D'abord, Ségolène Royal, la ministre française de l'Environnement, Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, Emmanuel Idrissa Ngondé, premier ministre gabonais, ensuite l'ancien premier ministre égyptien. Des Africains, mais aussi des Européens avec la même envie, réduire les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative sur les énergies renouvelables doit être considérée, consolidée et intégrée par tous. Moteur de la réussite de l'accord de Paris sur le climat, l'Afrique, qui malgré son sous-développement n'a pas fait la course aux énergies fossiles. Consciente de cet acte, la France, des bailleurs de fonds et certains pays d'Europe ont mis la main dans la poche pour financer quelques 19 projets ambitieux et parvenir à rester en dessous de 2 degrés. Ségolène Royal, ministre française de l'Environnement, présidente de la COP21, est d'autant plus enthousiaste qu'elle reconnaît à l'Afrique la réussite de l'accord de Paris. Mais un peu plus loin, elle revient sur ce que va gagner l'Afrique à travers les énergies renouvelables. Derrière l'accès aux énergies renouvelables, il y a aussi l'accès à l'eau. Dans cette salle du palais roi Mohamed VI, on ne peut s'empêcher d'applaudir car l'Afrique a beaucoup à gagner de cet accord de Paris. 19 projets prêts à démarrer sur plus de 400 autres. Le Premier ministre appelle à la bonne volonté, mais c'est le ministre de l'énergie et de l'hydraulique qui va nous détailler ces projets et ce que va gagner l'Afrique en général, la Guinée en particulier. En Basse-Guinée, il va y avoir un barrage hydroélectrique. En Moyenne-Guinée, il y a Bagata, le site de Bagata. Et en Haute-Guinée, il y a Fungia Banko, sur le Tenkiso. Et en Guinée forestière, il y a Lokwa. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Un petit marteau qui peut faire beaucoup. Jusqu'ici, on se demandait ce que va gagner l'Afrique. Les rideaux seront tombés, 19 projets d'énergie renouvelable vont bientôt démarrer sur le continent. D'autres vont se rajouter dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Une réunion bilatérale entre l'Algérie et la Guinée se tient à Conakry. Plusieurs départements ministériels sont concernés par les travaux. À l'entame des activités, les deux parties ont exprimé le besoin de relancer leurs relations de coopération. Des propositions concrètes sont attendues à l'issue de cette rencontre à laquelle Mamadou Sadio Baldé et Alseni Camara ont assisté. Suivez leur compte rendu. Ce sont les ministères du Plan et de la Coopération, du Budget, des Finances, des Mines et de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Industrie, du Commerce,
des transports, des télécommunications, de la culture et des affaires religieuses qui sont concernés. Les deux pays entretiennent des relations privilégiées, même si celles-ci étaient au point mort depuis quelques années. Cette rencontre sera, j'en suis sûr, mise à profit par nos deux délégations pour mettre en exergue les atouts et faiblesses de notre coopération et de formuler des propositions de solutions collectives susceptibles d'imprimer une nouvelle dynamique à cette coopération par la tenue à Alger de la 3e session de la Grande Commission mixte de coopération. Tous les secteurs de développement doivent être ciblés pour le raffermissement des relations entre les deux pays. Il s'agira d'explorer et d'exploiter toutes les opportunités de coopération qu'offrent mutuellement l'Algérie et la Guinée dans les domaines économiques, commerciaux, techniques, culturels, financiers et j'en passe. Le commerce, tout comme le transport aérien ou les domaines judiciaires et sécuritaires, intéressent l'Algérie. Ces efforts ont permis d'initier de nouveaux projets d'accord et de mémorandums d'entente en cours de négociation dans différents domaines d'activité, notamment ceux du commerce, des technologies de l'information et de la communication, de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et en matière pénale, des ressources en eau et de l'environnement, du domaine phytosanitaire et de la protection des végétaux et du transport aérien. Plusieurs groupes de travail sont concernés. Au terme des travaux prévus ce mardi, des propositions concrètes et applicables sont attendues pour être soumises au gouvernement des deux États. C'est fait, l'Institution nationale indépendante des droits humains est entrée en possession du recours de la loi 2 portant désignation des présidents des conseils de quartier de district, une démarche actionnée par la société civile qui souhaite marquer ainsi son opposition sur l'un des points polémiques des accords du 12 octobre dernier. Le représentant de l'Institution nationale indépendante des droits humains dépose ses recours aujourd'hui auprès de la Cour constitutionnelle. Explication, Djibril Bar. Il exprime dans un premier temps une réserve sur le point 2 des derniers accords politiques, puis entreprend un programme de pétition et enfin, il saisit l'Institution nationale indépendante des droits humains. Dans sa courroux, passe par tous les moyens pour empêcher ce qu'il considère comme une entrave à la démocratie. C'est très simple. Nous ne contestons pas le travail des députés, mais nous voulons que le droit des citoyens que nous préservons, que nous soutenons, soit respecté dans ce code électoral. Et il revient à la seule Cour constitutionnelle de se prononcer sur la conformité de ce code électoral avec la Constitution. L'institution des droits humains est dans sa dernière phase d'examen de ces requêtes. Elle a été également saisie par des partis politiques, mais aussi par des universitaires. Le seul message est de dire non au point 2 des accords du 12 octobre dernier. Quand l'INIDH se saisit d'une question, les procédures internes, les mécanismes internes sont activés. Mais quand c'est des tiers qui nous saisissent et qui indiquent la voie par laquelle ils souhaitent être rétablis dans leurs droits, l'INIDH n'a pas le choix. L'INIDH obéit à la préoccupation de ceux qui viennent vers nous parce que nous sommes le porte-flambeau des sans-voix. Sachant la portée d'une demande des différentes entités, le président de l'UNIDH dira à son tour qu'il va contacter dès ce lundi la Cour constitutionnelle. S'il est promulgué en l'état et qu'il est appliqué comme tel, je crains qu'il ne crée des problèmes plus profonds que ceux que nous cherchons. Lesquels, par exemple? Quel problème? Oui, parce que des populations nous ont exprimé que oui, que l'application du code tel que adopté pose des problèmes si graves à leur niveau qu'il se pourrait que des problèmes très sérieux découlent de son application. Comme annoncé dans les titres, le collectif des avocats de l'Union des forces démocratiques de Guinée va faire appel de la décision du tribunal de première instance de Dixine invalidant l'exclusion de Bahouri du parti. Certains responsables de l'UFDG, non pas des moindres, affirment que l'exclusion de Bahouri est irréversible. Mamadou Boy Diallo, Mohamed Alucène Camara étaient à cette conférence. Le verdict du 3 mars dernier du tribunal de première instance de Dixine
annulant l'exclusion de Bahouri des rangs de l'UFDG continue de susciter des réactions. Selon le collectif des avocats du principal parti de l'opposition, il y a eu interférence de l'exécutif dans le procès. Nous assistons à l'interférence permanente, continue, aux incursions sporadiques et répétées de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Le collectif accuse le juge en charge du dossier, Ibrahima Khalil Konaté, de n'avoir pas rédigé sa décision et compte engager des poursuites contre lui. Pour Maître Aboubakar Silla, ce feuilleton judiciaire montre à suffisance la malgouvernance qui gangrène le secteur. C'est la preuve suffisante de la malgouvernance judiciaire que nous dénonçons à longueur de journée, mais surtout lorsqu'il s'agit de l'UFDG, qui est le parent pauvre de cette justice depuis 2010. Les avocats vont faire appel de cette décision devant la cour d'appel de Conakry. Bahouri a été exclu du parti en février 2016 par le bureau exécutif pour non-respect des statuts et règlements du parti. Et puis le collectif des avocats de l'UFDG parle d'une justice 2 poids 2 mesures dans ce procès. Ces avocats invoquent le délibéré relatif récemment à l'exclusion d'un autre cadre du parti du nom de Mamadou Bari. On écoute maître Salif Béavogui au micro de Mamadou Boy Diallo. Mamadou Bari a été exclu du parti dans les mêmes circonstances, pour les mêmes causes, pour les mêmes faits que M. Bahouri. Comment peut-on comprendre qu'au sein d'un même tribunal, que la présidente du tribunal constate que la sanction infligée à Mamadou Bari est conforme au statut et règlement de l'UFDG. Au sein du même tribunal, un juge qui est en bas de l'échelle constate que la sanction infligée à Bahouri n'est pas conforme au statut. Justice à présent, le procès des militaires accusés d'avoir pris part aux émeutes au camp Al-Fayaya Diallo s'est tenu ce lundi. Les accusés ont comparu devant un tribunal militaire, mais pas de dénouement. De longues plaidoiries ont ponctué cette audience renvoyée à une date ultérieure par le président du tribunal Abdourahmane Ba, Yacouba Traoré. 3 accusés à la barre. Les avocats de la défense et de la partie civile ont presque tous épuisé leurs cartouches dans ce procès militaire. La procédure de fond est certes esquivée par la défense, mais le président du tribunal a déjà tranché. Pour cette audience, il est question du fond. Pour cet avocat de la défense, ce procès n'aurait pas dû avoir lieu. À la lecture des dispositions de la loi, on ne devrait pas les traduire par devant cette juridiction. Détention illégale d'armes, incitation à la violence et la révolte, ce sont les 3 infractions retenues par le représentant du ministère de l'Action publique. Les avocats de la défense trouvent ces accusations infondées et gardent espoir quant à l'impartialité du président du tribunal. Nous nous sentons rassurés quand même quant à l'issue de la procédure, quant au verdict. Si la défense garde espoir sur l'intransigeance du juge, les avocats constitués en partie civile n'en pensent pas moins. Je suis convaincu, les aveux judiciaires qui ont été ici présentés, que le tribunal, dans sa souveraineté, constatera effectivement l'effectivité des infractions qui ont été commises. Après un long moment de débat au cours de cette audience, le président du tribunal a reporté pour le mardi 14 mars. L'insécurité dans la capitale prend de l'envergure. Les citoyens ne savent plus où donner de la tête. Tenez, 3 inconnus lourdement armés ont dévalisé la pharmacie du docteur Koulemou Yoyo à 3 h du matin au quartier Morikanteya. Ils ont emporté plus de 30 millions de francs guinéens, un téléviseur, des ordinateurs et plusieurs produits pharmaceutiques de valeur. Ce qui intrigue, c'est l'inaction des forces de sécurité qui n'ont pas pu intervenir durant l'attaque pour une seule raison: le chauffeur de l'unité était absent. Une situation qui révulse la victime. Alceni Bari, Amara Alexila vous donne plus de détails. L'acte s'est produit vers 3 h 39.
3 hommes armés de PMAK seraient venus mettre l'acide sur les cadenas, en menaçant au même moment le vigile. Ils ont dû retourner pour revenir 45 minutes plus tard dans une voiture. Alertée, la responsable de la pharmacie a tenté de joindre les forces de sécurité, en vain. Il y a des habitants et le gardien en haut, ils m'ont appelé à 3h45 pour dire que la pharmacie était attaquée. Et sous le coup, on a appelé la brigade, pas de réponse. Il s'est déplacé, il est parti au commissariat et puis on dit qu'il n'y a pas de chauffeur. Et durant le temps, ils profitent pour mettre l'acide sur les cardinaux et puis voilà, ils reviennent 45 minutes après pour dire que si il y avait l'intervention ou pas. Et là, ils commencent à opérer. C'est là qu'ils ont eu l'accès à la pharmacie. Ce matin, les traces de sang des assaillants étaient encore visibles sur les lieux. La victime, le cœur meurtri, parvient difficilement à maîtriser ses larmes. Les bandits ont presque tout emporté. La recette de la semaine et d'autres médicaments de valeur. Cette boîte de Viagra est la seule qui reste du stock. Sous le choc, la dame arrive à peine à estimer les pertes. Et tout est parti, les ordinateurs, les médicaments, la vente de toute la semaine, plus de 30 millions. Les agents de police et l'assurance sont venus recenser les pertes. La pharmacienne déplore le manque de réactivité des agents et invite l'État à la protection des citoyens et leurs biens. Je lance un SOS pour vraiment assister les pharmacies, sinon on est en danger. Aux forces de sécurité d'être attentifs à l'appel de la population. Parce que des fois tu vas les appeler, ils te disent « Ah, il n'y a pas carburant, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela ». Ah nous, on paye l'impôt pour ça. Les attaques du genre sont récurrentes dans le quartier. Pour cette pharmacie, c'est une seconde fois. La première fois, les forces de l'ordre étaient vite intervenues. Et puis cette consécration, il figure parmi le club très restreint des 100 Africains de l'année, des modèles qui, dans leurs domaines respectifs, ont fait bouger les choses dans leur pays. Lamine Guirassy, PDG du groupe Adafo Media, est couronné par cette distinction honorifique du magazine Nuit africaine, en même temps que le ministre de l'Unité nationale Khalifa Gassama Diaby. D'autres Guinéens ont également été distingués. Il s'agit du général Mathurin Bangoura, gouverneur de la ville de Conakry, Antonio Soiré, homme d'affaires, nouveau patron de la Fédération guinéenne de football, Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry, Mamadou Selou Kamara, imam de la Grande Mosquée de Conakry, Lanciné Kaba, historien, et Sansi Kaba, commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre. Une façon de dire que la Guinée est à l'honneur. Idrissa Bari, Djibril Kaba Kamara. Ils sont hommes politiques, culturels, économistes, hommes d'affaires et professionnels des médias. Le magazine Nu Africain, dans son 53e numéro de mars-avril, vient de publier la liste des 100 personnalités africaines de l'année. Sur cette liste, 8 Guinéens dont le PDG d'Adafo Media. Cette nomination, Lamine Guirassy la dédie à toute son équipe. J'ai du mal à se dire c'est moi, oui peut-être je suis à la tête, c'est moi qu'on regarde à la télévision, c'est ma tête qui sort à la télé ou c'est ma voix qu'on entend à la radio, mais avant d'arriver tout là, je veux dire c'est une vraie équipe qui est là, c'est un travail qui est là et je le dis, je disais ce matin, on doit peut-être cette nomination à toute l'équipe. Outre l'animateur principal des Grandes Gueules sur Radio Espace, on retrouve également d'autres Guinéens comme Antonio Soiré, nouveau président de la FEGIFOOT, le gouverneur de la ville de Conakry, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Santi Kaba Diakité, commissaire général de Conakry, capitale mondiale des livres en 2017, professeur Lanciné Kaba, enseignant, les coprésidents de la commission provisoire pour la réconciliation nationale. Pour cet homme de médias, cette autre distinction vient ainsi de compenser les efforts de ces hommes et femmes nominés. C'est aussi un motif d'engagement continu, affirme Lamine Guirassy. Une promesse, c'est de continuer à garder le cap. C'est de continuer à garder le cap parce que, en fait, ça fait peur. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que, en même temps, j'adore ça, quoi. L'adrénaline, j'adore ça. Et c'est de continuer à se surpasser et à se dire que oui, c'est bien possible, en fait, à la fin du compte. Selon le rédacteur en chef du magazine, c'est la 4e fois qu'un classement de ce genre est établi par sa rédaction. Pour Hichem Ben Yeich, l'objectif de ce classement est de mettre en valeur les hommes et femmes de ce continent qui, de par leur dynamisme et créativité, tentent de booster l'économie de l'Afrique.
Lui, il avait 20 ans, travaillait pour le compte d'un camion transportant des madriers. Dimanche, sur la route de Tanene, il trouvera la mort. Le camion pour lequel il était employé s'est renversé en pleine vitesse. La conduite du chauffeur, qui d'ailleurs a pris la fuite, est mise en cause. Mohamed Valek-Touré, Mohamed Bangoura. C'est un gros porteur transportant des poutres de bois en provenance de Tanene pour Conakry qui s'est renversé au milieu de la route. Un de ses apprentis y a perdu la vie sur le coup et plusieurs autres blessés. Selon des témoins trouvés sur place, l'excès de vitesse et l'imprudence du chauffeur sont à l'origine de cet accident. J'ai dit les deux camions se suivaient. Le camion qui est tombé là, qui avait les bois dedans, il voulait doubler son prochain. Il y avait une voiture qui était sortie, c'est lui qui voulait sortir d'abord en première position. Maintenant, ce camion, lui, il a été précipité. Il est sorti. Le taximan a freiné. Donc dès qu'il est venu ici avec le balancement du bois, il s'est renversé au beau milieu de la route. Le bilan de cet accident est d'un mort parmi les 5 passagers à bord. D'autres personnes, notamment des apprentis du camion, ont été grièvement blessés. Comme ce jeune à l'image qui est visiblement sous le choc. J'étais arrêté, je les regardais. Dès qu'il a sorti, où il y a le trou, au niveau de chez moi là, en haut là-bas, sur le goudron, dès qu'il est sorti, j'ai vu que le bois a balancé. J'ai dit, le chauffeur a un danger. Dès que je disais à mes enfants, j'ai dit, le chauffeur a un danger. On a vu le véhicule qui est tombé directement là-bas, il a glissé jusqu'à là-bas. Sous le poids du choc, le chauffeur aurait fui quelques minutes après l'accident. Pendant ce temps, la circulation est restée bloquée sur cette artère stratégique pour l'acheminement de marchandises. Voilà, et mes téléspectateurs, comment nous nous quittons au compte de cette édition d'information cadrage pour vous. Amara Alexila était présent, la régie Nalaï Sidibé, le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba et de Francis Collier. Merci de votre aimable attention. L'info continue sur Espace TV Guinée.info. Excellent sur le programme sur Espace TV. Regardons mieux.